The Dark Knight Rises avait de grands souliers à chausser après The Dark Knight. C'est peut-être pour cela que les frères Nolan ont attendu 4 ans avant de conclure leur trilogie. Mais après que Batman Begins a été basé sur Batman Year One et The Dark Knight supposément sur sa suite The Long Halloween, où est-ce que les frères Nolan devaient aller? Quelle bande dessinée devaient-ils adapter? Devaient-ils s'inspirer de Dark Victory pour montrer les débuts de Robin? Devaient-ils s'inspirer de Nightfall pour montrer Bane briser le dos de Batman? Devaient-ils s'inspirer de No Man's Land pour montrer les États-Unis couper les ponts avec Gotham? Devaient-ils s'inspirer de Bruce Wayne Murderer pour montrer Bruce Wayne en prison? Devaient-ils s'inspirer de War Games pour montrer Batman se révéler en plein jour? Devait-il montrer le Lazarus Pit qui permet à Ra's al Ghul d'être immortel dans les BD? Ou devait-il s'inspirer de The Dark Knight Returns pour montrer un Batman vieillissant reprendre sa quête après presque 10 ans d'absence pour prendre les armes contre une menace nucléaire? Bienvenue à Frank Movie Talks, Frank c'est moi, et aujourd'hui je vais explorer The Dark Knight Rises. Il semblerait que pour conclure leur trilogie, les frères Nolan aient essayé d'adapter en un seul film à peu près toutes les bandes dessinées de Batman. Et en toute honnêteté, pour un patchwork contenant autant d'histoires différentes, je trouve que c'est quand même bien exécuté. Le seul problème, c'est qu'en comprimant autant d'intrigues, on sacrifie beaucoup de choses. Les personnages perdent toutes leurs nuances et leur profondeur, et ils ont à peine le temps de grandir au gré des péripéties, et en bout de ligne, même les scènes d'action ne rendent pas justice aux puissantes œuvres auxquelles elles sont supposées rendre hommage. On se retrouve donc avec un Robin assez beige, la scène où Batman se fait briser le dos est loin d'être aussi spectaculaire que dans les bandes dessinées, l'adaptation de No Man's Land est une opportunité ratée, tout comme l'adaptation de Bruce Wayne Murderer ou de War Games, et Bruce ne paraît pas assez vieux pour que son retour soit aussi excitant que dans The Dark Knight Returns. Ceci étant dit, l'adaptation du Lazarus Pit qui ressuscite les gens dans les BD en une prison souterraine qui offre une résurrection métaphorique à Bruce Wayne est tout de même élégante dans le contexte réaliste de la trilogie de Nolan. Mais en combinant autant d'histoires classiques de Batman sans vraiment prendre le temps de leur rendre justice, The Dark Knight Rises annonce déjà le fiasco que sera Batman vs Superman Dawn of Justice, qui essaiera en un seul film de rattraper tout ce que Marvel avait construit en 8 ans, en passant au malaxeur de Dark Knight Returns, The Death of Superman et Crisis on Infinite Earths, dans un film qui tente en plus d'insérer l'origine de la Justice League dans l'étrange mixture qui en résulte. Bien sûr, gardons tout cela pour un prochain épisode, mais si je me permets de faire la comparaison maintenant, c'est parce que quand Zack Snyder tournait BVS, il avait au moins l'excuse de faire la course contre Marvel qui avait 8 ans d'avance sur lui. Or, quand les Nolan écrivaient The Dark Knight Rises, contre qui faisaient-ils la course pour justifier un scénario aussi précipité? Eh bien, les Nolan faisaient la course contre eux-mêmes, contre les thématiques sur lesquelles ils avaient construit leur adaptation de Batman et qui commençaient déjà à se faire vieilles à peine 4 ans après le succès de The Dark Knight. En effet, les troupes américaines ont eu raison de Ben Laden en 2011 et en 2012, le temps n'était plus à la chasse aux terroristes et aux images évoquant encore le 11 septembre. Ce que Snyder n'aura toujours pas compris 4 ans plus tard, mais il faut vraiment que je réussisse à le laisser tranquille d'ici à ce que je termine cet épisode. À partir de 2012, ce qui s'est mis à vraiment démanger, disons, 99% des gens, c'est comment ceux-ci se font traiter par le 1% qui contrôle 99% des ressources et des richesses de la planète. C'est un problème qui ironiquement se trouvait au cœur des films et des séries de Batman dans les années 90, un problème encore plus vieux que les années 90, mais qui ne fut presque pas abordé dans la trilogie des frères Nolan. Il leur fallait donc terminer au plus vite leur trilogie antiterroriste avant que le monde ne change trop autour d'eux, avant que le monde ne ressemble davantage à la véritable Gotham des bandes dessinées, séparée entre les ultra-riches et les ultra-pauvres. Afin de ne pas avoir l'air trop déconnecté de l'actualité, les frères Nolan ont décidé de cacher le punch du film, c'est-à-dire que Bane nourrit en fait exactement les mêmes motivations terroristes que les antagonistes des 2 premiers films, derrière des revendications qui résonnaient avec le mouvement Occupy Wall Street, ce que Bolshevik appelle faire une Thanos, en l'honneur du méchant par lequel les scénaristes de Marvel ont voulu aborder une problématique comme l'épuisement des ressources, tout en esquivant toute réflexion sur le sujet, comme lorsque les Avengers vainquent Thanos sans résoudre le problème que celui-ci tentait de résoudre. Si vous tenez à proposer un méchant satisfaisant dans une Amérique secouée par Occupy Wall Street, sortez un Bane bien vénère, avec une rhétorique rappelant celle des 99% contre les 1%, inégalité de richesse, contre le capitalisme financier, les élites corrompues et tout le tout-team. Mais c'est juste pour en planquer une autre, complètement claquée au sol. T'as cru qu'on allait aborder une thématique? Eh ben non, on te fait une Thanos. You think all this can last? You're all gonna wonder how you ever thought you could live so large and leave so little for the rest of us. C'est vrai, mais qu'est-ce que tu veux? Détruire Gotham, c'est ça? Allez, soyons raisonnables, allons sauver le statu quo. Comme on peut le voir, le personnage de Catwoman souffre du même problème puisqu'elle passe le film à tenir le même discours que Bane pour finalement jeter toutes ses motivations par la fenêtre à la fin et prendre sa retraite avec Bruce Wayne. I'll give myself up on one condition. What's that? We run away to Europe together, sip tea in a cafe, and live happily ever after. Wholly unsatisfying ending. Quant à Bruce lui-même,
Afin de le placer du bon côté du conflit, les frères Nolan lui font perdre tout son argent et nous apprennent soudainement que durant les 2 premiers films, Bruce rendait régulièrement visite à des orphelinats, ce qui est très fidèle au personnage mais que les frères Nolan n'avaient jamais cru bon nous montrer avant que les revendications des indignés ne soient à la mode. Alors que Batman Begins et The Dark Knight avaient à peine fini d'introduire tous les éléments de la mythologie de Batman, The Dark Knight Rises déclare subitement que la croisade de Batman contre le crime est terminée, comme si pour conclure la trilogie, il fallait également conclure Batman lui-même, et comme si une explosion atomique allait mettre fin au crime et à la corruption. Résultat, Bruce porte le costume de Batman à peine quelques mois avant de disparaître pendant 8 ans, puis le remet quelques jours avant de disparaître à tout jamais. Est-ce qu'au moins Batman avait une Batcave pendant ce temps-là? Non! La reconstruction de la Batcave, c'est la promesse sur laquelle se terminait Batman Begins et que sa suite n'a pas honorée. Mais The Dark Knight se terminait aussi par une promesse que sa suite n'a pas honorée. I think you and I are destined to do this forever. Je comprends qu'ici la situation est un peu différente puisque l'acteur qui jouait le Joker est mort. Mais le problème, ce n'est pas qu'Heath Ledger soit mort, puisque même si le Joker n'apparaît pas dans The Dark Knight Rises, on aurait pu croire que Batman et lui continuent de s'affronter au-delà du 3e film. Mais on ne peut pas, puisque Batman prend sa retraite à la fin. Non seulement cela diminue de manière significative le caractère mythique de Batman, mais aussi cela le dépouille-t-il de tout ce qui fait de lui un personnage tragique. Ce n'est pas parce que Gotham lui fait une statue qu'il est mythique, et ce n'est pas parce qu'Alfred pleure que c'est tragique. C'est tragique quand Alfred voit l'enfant qu'il a promis d'élever dans le bonheur refuse d'être heureux. C'est tragique quand Batman et Catwoman ne peuvent pas passer le reste de leur jour dans un café en attendant chaque jour qu'Alfred les aperçoive. I would love to live with you in your castle. Forever, just like in a fairy tale. Ouvertement calqué sur A Tale of Two Cities et Rocky III, le scénario de The Dark Knight Rises se divise en 2 parties. Dans la première moitié, on voit Bruce se remettre de sa blessure à la jambe pour redevenir Batman, et dans la deuxième moitié, on voit Bruce se remettre de sa blessure au dos pour redevenir Batman. Bien sûr, le film possède quelques qualités. Après tout, on nous offre une bien meilleure version de Bane que celle de Batman and Robin. Mais voilà qui met fin à ma rétrospective de la trilogie de Christopher Nolan. Je vous remercie comme toujours pour votre écoute. J'espère vous retrouver pour celle des films de Snyder et de leurs effets secondaires. Mais avant d'aborder cet étrange univers, je vous invite à regarder le prochain épisode qui portera sur les différences entre Superman et Batman et qui expliquera pourquoi il est important de respecter ces différences. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à aimer la vidéo, commentez-la, partagez-la, c'est toujours fortement apprécié.